Juste une petite précision quant au chorégraphe. C'est vrai qu'en France, on aime beaucoup, et pas qu'en France d'ailleurs. Moi, je ne sais pas si je suis chorégraphe, je ne me pose pas trop la question. En tout cas, je suis chercheur, j'ai un doctorat en danse et nouvelles technologies, et j'ai une maîtrise en musicologie. Et j'enseigne, donc je ne sais pas si je suis chercheur, enseignant ou artiste, et la question ne m'intéresse pas trop. Je suis entre les trois, peut-être. Mais donc, je suis là pour vous parler de Underscore, qui est un projet particulier que j'ai fait avec Christian Delécluse et avec plein d'autres personnes. Juste un mot avant sur moi, pas pour raconter, mais parce que savoir justement avec une position qui à certains paraît ambiguë et à d'autres paraît riche d'interférences après. Ça dépend du regard. Donc, moi, je dirige ce laboratoire qui s'appelle Médiadance à l'Université Paris 8 depuis une dizaine d'années dans ces nouveaux médias. Et en même temps, avec des artistes et puis tout seul et avec d'autres personnes comme collaborateurs, j'ai commencé à faire des pièces, à travailler sur les pièces des autres, etc. Donc il y a un moment où l'enseignement, la recherche et la création ont commencé à travailler ensemble. Et en tant qu'historien de la danse, une des questions sur lesquelles j'ai travaillé, c'était sur le statut des systèmes notationnels. Il y a beaucoup de systèmes notationnels, il y a plus de 80 systèmes notationnels du mouvement, mais qui sont le fruit de pensées et de relations très différentes entre elles, de conception du mouvement, de conception de l'espace, etc. Donc en ayant étudié quelques-uns de ces systèmes, à un moment, un des chorégraphes avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Alain Buffard, m'a demandé qu'on se présente au Frénois parce qu'il y avait un prix pour un chorégraphe pour être artiste associé et professeur. Là aussi, l'ambiguïté, elle est d'emblée au Frénois parce que vous êtes artiste associé, vous avez un budget pour réaliser une œuvre et en même temps, vous avez un mois d'enseignement à donner. Donc on s'est présenté, on a gagné, Alain a fait un film et moi avec une petite équipe, j'ai commencé à réaliser le projet Underscore. Juste encore pour vous parler de ce projet, c'est un projet qui n'est pas que à moi. Donc j'ai commencé avec Alain Buffard, Adrien Mondo, Le Ciel est bleu et d'autres personnes que j'ai invitées, mais que j'ai développé en un projet chorégraphique sur scène avec Christian Delécluse au sein de Digital Flesh, une association donc, que j'ai formée avec cette personne qui, elle aussi, est ambiguë volontairement. C'est-à-dire que c'est un musicien, mais il a fait l'école des mines comme ingénieur, et puis il a laissé tomber parce qu'il a vu une expo de Giacometti, et il a compris qu'il avait un corps. C'est comme ça qu'il me l'a raconté. Et il est devenu architecte. Donc, il est parti faire architecture, il programme. Donc, il a un esprit très intéressant et très ouvert. Donc, ce qui nous intéresse à Digital Flesh, c'est justement d'articuler la recherche, la création et la pédagogie. Au niveau de la recherche, on fait plusieurs projets comme Kinetic Melodies, au Dutch Electronic Art Festival, on a fait une étape qu'on continue maintenant à la Bartlett School of Architecture à Londres et à Bigley University à Istanbul. On a fait donc un site génératif de notation de l'improvisation qui est la base d'Underscore et on travaille sur l'analyse du mouvement et la réhabilitation fonctionnelle sur des interfaces adaptives qui prennent en compte la posture de la personne qui utilise ces interfaces, avec l'école où j'enseigne à Chalon-sur-Saône et avec les arts et métiers à Chalon et Hubert Godard, ex-directeur du département de danse à Paris 8. Au niveau de la pédagogie, on travaille à Médiadance, donc au département de Paris 8, à l'école à Chalon, et Christian est professeur à l'école spéciale d'architecture, à part le travail artistique qu'on fait ensemble. On enseigne, on aime beaucoup aller à plein d'endroits, surtout dans des endroits, par exemple, comme au Brésil ou la Tunisie, des endroits qui ont un autre rapport à la science, à la technologie, à d'autres visions sociétales et justement de l'espace.
au CECN à Mons, à Rio de Janeiro, bon bref, on enseigne à plein d'endroits. Et on fait aussi, ce qui nous intéresse, c'est de transporter des fois ces ateliers dans un milieu scolaire, c'est-à-dire avec des gens qui ont d'autres questionnements, d'autres pratiques, un autre langage, des pratiques d'autres danses, etc. Pour à la fois ne pas s'enfermer dans un truc de chercheur à chercheur, et puis pour faire circuler autrement les choses. Au niveau de la création, on fait de la dramaturgie sur des projets chorégraphiques avec des artistes, des chorégraphes, puis on fait nos projets, des installations interactives, et donc j'en viens au projet Underscore qui est une chorégraphie et un software spécifique que nous avons développé pour ce projet, et on l'a joué un peu de partout, on a même joué en France. Donc, bon, je ne vais pas rester beaucoup sur la recherche. Là, aux côtés de la recherche, on travaille avec des accéléromètres sur l'analyse de données d'accélération antéro-postérieure de la marche par rapport aux deux centres de gravité principaux, le centre de gravité de la partie haute et le centre de gravité générale du corps, qui ont des relations spécifiques. Donc, nous croyons qu'il y a 4 familles de marches possibles. Donc, on est en train de faire analyser ces données par des statisticiens, etc. Mais disons, ceci, qui est une analyse de la déambulation, nous a servi à travailler aussi sur un dispositif, a été à la base aussi d'Underscore, ce travail de recherche. Donc il y a un travail d'analyse informatique de la déambulation et puis un travail sur les systèmes notationnels. C'est là qu'au Fresnoy, donc, on a développé entre 2004 et 2005 un premier stade d'Underscore avec Alain Buffat et moi. Et on a demandé des collaborations à Adrien Mondo, qui est une personne très intéressante, qui devait être ici aujourd'hui, mais qui ne peut pas, qui est un jongleur. Il a aussi un DEA en robotique et il programme du C++. Donc, il se fait ses propres logiciels pour ses spectacles. Il a à la fois une réflexion et une sensibilité sur un savoir du plateau et puis une capacité à formuler un projet numérique qui s'intègre à son projet esthétique de jongleur. Donc, nous avons joué à plusieurs endroits à Underscore. On a été artiste associé pendant l'année 2006-2007 en Gain-les-Bains, en Prague, Brésil, São Paulo, etc. Mais tout est parti d'un travail sur Anne Alprin. Anne Alprin, pour ceux qui ne seraient pas des personnes férues d'histoire de danse, c'est une chorégraphe américaine toujours vivante, très intéressante, qui était toujours à la fois très politique et très liée aussi à la thérapie, c'est-à-dire au développement de soi, hein, des niveaux de développement de soi de et par la danse. Anne Alprin a développé, elle avait dans les années 50 une compagnie mixte de black et de blanc aux États-Unis, ce qui était quelque chose d'assez étonnant à l'époque. Hein, c'était avant Elvis, donc quand l'Amérique était encore profondément raciste, en tout cas à certains endroits. Et Anne Alprin a travaillé beaucoup sur des systèmes notationnels exprès pour ses pièces, parce qu'elle travaille beaucoup avec l'improvisation, encore aujourd'hui. Et nous sommes partis d'une analyse du travail. Alain a fait un film avec Anna en Californie, chez elle et dans les alentours. Et moi, toujours en lien, en hommage et en même temps en développement sur le travail de Anne Alprin, j'ai développé une première version d'Underscore. Ce que vous voyez ici est une des partitions pour Animal Ritual de 1974. Encore d'autres systèmes notationnels à la fois simples, à la fois hyper complexes que Anne Alprin a mis au point pour ses propres pièces. Et celui-ci qui est toujours pour Animal Ritual, un autre moment de la chorégraphie. Vous pouvez voir presque des mesures, des moments comme ça, avec des parcours au sol, etc. Donc on s'est beaucoup inspiré
pour ça, de ces partitions-là, mais pour des partitions pour l'improvisation. Pourquoi une partition pour l'improvisation? En danse, on dit souvent que quand on ne donne pas de consignes d'improvisation, au bout d'un moment, ça devient un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut un cadre, comme Stravinsky dit pour la musique, il faut une forme pour que la créativité explose. Il faut un cadre, il faut limiter. Il faut qu'il y ait certaines limitations pour qu'un développement gestuel arrive. Même une des manières que nous avons dans nos recherches de définir qu'est-ce que c'est qu'une coordination dans le mouvement, une coordination est une limitation particulière des degrés de liberté. Par exemple, la voiture, les roues d'une voiture, théoriquement, elles ont 24 degrés de liberté, devant, derrière, droite-gauche sur les 3 plans sagittal, frontal et horizontal. Mais si on gardait les 24 plans, les 24 degrés de liberté, une voiture pourrait avoir des roues qui partent dans tous les sens. Or, une voiture va partout parce qu'on limite les degrés de liberté. C'est-à-dire que les roues de devant vont que dans le plan sagittal et dans le plan horizontal et ensemble. Donc, les roues, heureusement, elles ne font pas comme ça. Et les roues de derrière, elles ne travaillent que sur le plan sagittal. En gros, pour qu'il y ait une coordination, il faut pour qu'il y ait une coordination, il faut une configuration spécifique de limitation des degrés de liberté de mouvement. Et j'entends là par mouvement le déplacement des segments corporels par rapport à un système de référence. Ça, c'est là. Il est tombé, il a fait un mouvement, mais il n'a pas fait un geste. Et on confond toujours geste et mouvement dans le corps. On ne sait pas trop ce que c'est que le geste. Nous, on a une sorte de définition proche un peu de ce que vous avez dit par rapport aux relations entre pré-mouvement et mouvement, basé sur les écrits du Dr Edward Reed sur le pré-mouvement. Mais bon, ça, c'est toute une autre histoire. Bref, dans Underscore, ce que nous avons travaillé ici, c'est un système de consignes donc, qui limite certains degrés de liberté, mais qui sont des suggestions. Or, ces suggestions, on en a fait un site. On voulait un site qui génère une partition de danse à conserver, à étudier et éventuellement à jouer. Et nous sommes arrivés à quelque chose où il y a des parcours, il y a des parties de corps, il y a des actions, il y a des segments qui deviennent de grand à petit, et on peut générer une partition de danse comme ça. Je peux vous montrer très rapidement. C'est pas très intéressant, mais ça a été un bon point de départ parce que c'est complètement inutile. Ça a été, en tout cas pour la scène. Et des fois, c'est parce qu'on se perd qu'on se trouve. Donc, nous pouvons choisir un certain nombre de danseurs, nous pouvons aussi les placer dans un espace que nous pouvons vaguement dessiner et le changer, on choisit la couleur, etc. Ceux qu'on ne place pas sont placés aléatoirement par l'ordinateur et on lui dit « créer une partition ». À ce moment-là, un système d'aléas contrôlés commence à générer des parcours, vous voyez qu'ils courent à toute vitesse, les vitesses sont toujours les mêmes. Quand une page est pleine, il crée une nouvelle page. Ce qui est plus intéressant ici, ce n'est pas du tout le résultat, même si des fois j'aime bien ces dessins, mais ça me fait penser à quand j'étais gamin, il y a longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rendre invisible danseur par danseur, et puis étudier action, rembobiner en gros les actions. Revenir en arrière, le réétudier, jouer de la combinatoire entre elles. Et puis on s'est dit, oui, peut-être c'est rigolo, mais c'est juste des automates qui bougent. Ça, c'est pas une création, c'est pas un spectacle, c'est une étude. Donc, on a eu envie avec Christian, quand un festival au Brésil nous en a donné la possibilité, de faire une nouvelle version. Et on est arrivé à une version complètement différente, dans laquelle ce qui nous intéresse, c'est donner des stimuli à des danseurs pour qu'ils puissent improviser et se connaître, c'est-à-dire aller
au-delà de ce que nous appelons dans notre théorie à Paris 8 la névrose chorégraphique. C'est-à-dire, des fois, quand vous voyez quelqu'un qui improvise, au bout d'un moment, il répète. Hein. Il répète, il répète, il répète, il bute sur les mêmes choses. Il y a cette répétition de l'identique, c'est une des manières de définir la névrose. Hein. La névrose étant là une compulsion à répéter une certaine perception et un certain geste associé à cette perception. Comme Anao, je sais pas, la passion de Freud qui ne pouvait plus boire de l'eau parce que le chien avait bu dans son verre, etc. Bref, un geste libre, un geste nouveau, la possibilité de choisir de faire une chose ou l'autre caractérise un état donc de liberté, alors que la compulsion à répéter les mêmes coordinations vient au fait de la recherche des mêmes sensations corporelles. Si vous allez à la pêche des mêmes sensations aux mêmes endroits, des mêmes schémas proprioceptifs, vous allez répéter en général des systèmes. C'est pour ça, combien de fois vous avez vu je sais pas, la nouvelle création d'un tel chorégraphe, elle est toute nouvelle, les costumes sont nouveaux, le titre est nouveau, la musique est nouvelle, et c'est exactement la même chose que le spectacle précédent. C'est-à-dire que dans ces dynamiques profondes, justement, il faut distinguer les formes et les dynamiques, ce que vous appelez le postural, hein, les agencements corporels des segments les uns après les autres, par rapport aux dynamiques, vous voyez très souvent les mêmes dynamiques. On se disait avec Myriam Gourfink qu'une certaine danse belge, elle était très reconnaissable parce qu'elle est toujours avec une énergie à fond, parce que toujours dans des rapports hommes-femmes, toujours les mêmes, même les dernières pièces de Pina Bausch, toujours avec les danseuses, avec un costume, avec une robe longue, les jupes longues, les talons, et les hommes qui les prennent et qui les jettent, et les hommes en veste, sans chemise. Je sais pas, il y a des fois, on ne sait pas ce qui est style et ce qui est névrose, hein, ce qui comporte un niveau de choix conscient, une opération esthétique précise dans un endroit précis, dans un temps précis, et ce qui est compulsion à répéter parce qu'on n'a pas le choix. On peut faire de l'art avec ses névroses, cela dit, c'est pas interdit. Mais bon, moi j'aime bien quand il y a un travail légèrement plus conscient, un travail plus... Aujourd'hui, je ne crois plus, ou je crois de moins en moins dans l'artiste qui, dans de pures sensations de sans-ventre, génère un chef-d'œuvre comme ça, non questionné. Bref, c'est un système qui est fait pour la scène et qui comporte un certain espace scénique. Donc c'est un espace dans lequel il y a un plateau blanc, il y a des danseurs qui sont habillés avec des trucs colorés, et chaque danseur a une couleur dans la partition. Il y a 4 écrans autour du plateau, le public est assis autour du plateau aussi, parmi les danseurs. Les danseurs sont parmi le public au départ. Donc aussi au niveau de l'espace scénique, nous avons fait quelque chose de non orienté, il n'y a pas un rapport frontal, il n'y a pas cette séparation, il y a une union et il y a une désorientation de l'espace scénique. Avec 4 écrans. Pourquoi 4 écrans? Parce que sinon, le danseur, s'il est à un moment, il fait un truc, il doit se retourner, regarder l'écran. Ça, c'est un geste chorégraphique et on veut que ça soit, que s'il fait ça, ça soit un choix ou une émergence, mais pas une nécessité technique. Donc l'espace scénique comporte donc 4 écrans avec 4 vidéoprojections. Christian et moi, nous sommes sur un côté du plateau et nous faisons la partition en temps réel. Alors, ce qui nous intéresse, c'est pas justement un des niveaux d'Underscore, c'est de travailler contre cette dichotomie chorégraphe-interprète qui nous a été rabâchée et qui ne me semble plus vraiment d'actualité dans la danse contemporaine qui m'intéresse. Je vois des gens qui ont envie de travailler ensemble. Souvent, ils ne font même pas d'audition, mais ils choisissent telle personne parce qu'elle a un potentiel créatif pour lui, etc. Donc nous, on n'est pas les chorégraphes, on fait la partition pour que les interprètes la font. Mais on crée des conditions pour que quelque chose émerge. Si quelque chose émerge, nous allons modifier la partition pour l'accompagner, cette chose-là. Donc on n'est pas du tout en posture de contrôle, on est en posture d'accompagnement. Et on n'est pas plus auteur que les danseurs. On écoute dans un espace démocratique, dans un espace partagé. Donc voilà, c'est un petit détail encore de la scène.
Je vous parle de l'architecture logicielle très brièvement, juste pour comprendre. Donc, c'est une architecture client-serveur, donc il y a une machine qui contrôle les autres. Donc, il y a 4 machines qui contrôlent les 4 écrans. Pourquoi il faut 4 ordinateurs ou 2 ordinateurs avec double carte vidéo? Parce que, justement, dans les écrans, l'image, elle est renversée. C'est-à-dire que si je suis face à cet écran, et je dois être dans la partie en haut à droite du plateau, on va dire que je suis là. Si je regarde cet écran, hein, je dois être en haut à gauche de l'image. Vous voyez? Si je suis là, je dois être en bas et à gauche de l'image par rapport au plateau, puisque l'écran est toujours une translation du plateau. Et là, je dois être en bas à droite. Donc nous avons 0 degré, moins 180, plus 90 et moins 90. Pourquoi on a fait ça? C'était très intéressant justement par rapport à la perception de l'espace. Parce qu'on fait, nous, la rotation dans la tête, comme ça le danseur n'a pas à le faire et interpréter la même image de 4 manières différentes. On l'a dansé vraiment, on l'a joué beaucoup. Hein. On a fait 4 tournées au Brésil, en République tchèque, en Italie, en Turquie, en Espagne, en Tunisie. Et toujours avec des gens différents pour des raisons esthétiques et politiques précises. Mais on a eu 2 personnes sur à peu près une centaine de danseurs chorégraphes qui ont dansé, qui nous ont dit « mais moi j'aurais préféré tourner l'espace dans ma tête ». Donc ça veut dire qu'il y a quand même des configurations de relations, de perception de l'espace qui évidemment dépendent de la personne, mais qui, dans notre expérience de toute faite avec des danseurs professionnels, c'est une expérience qui n'est pas du tout scientifique. Hein. Mais c'est vrai que sur 100 personnes, 2 personnes nous ont dit seulement le fait que vous tournez l'image pour faciliter la lecture, moi, ça ne me facilite pas du tout. Donc c'était curieux de voir les différences. Donc voilà, dans l'architecture logicielle, il y a un rapport client-serveur et tout a écrit, le software est écrit en ActionScript, plus donc un serveur flash qui redistribue les données à tous les écrans et une couche de MaxMSP. Je vais vous montrer très brièvement comment ça marche parce que c'est très très simple. C'est une partition qui s'apprend en 5 minutes. On n'est pas intéressé à une partition très complète qui dit tout. Au contraire, elle doit être le plus réduite possible pour que le danseur y verse de son imaginaire. Et au fait, on l'explique au public, on joue 2 fois chaque soir, et on l'explique au public seulement la 2e fois. Parce qu'il y a des gens qui nous disent, moi je ne veux pas savoir comment la lire, je veux être avec les danseurs. Il y a des gens qui disent, non, moi si je comprends quelles sont les consignes de chaque danseur, je peux mieux pénétrer dans l'imaginaire du danseur parce que je vois de quoi il part et je vois ce qu'il réalise à partir de ce peu de choses. Donc voilà, ce que nous contrôlons, ce sont la couleur en bas. On choisit de travailler avec tel ou tel danseur. On dit tel danseur rentre. Son point clignote. Ça veut dire qu'il doit rentrer. Donc s'il est là-bas, ou alors s'il est ici, ça c'est en bas à gauche, il doit imaginer que ça c'est le plateau, il se met là. Et il a un certain temps pour aller au point d'arrivée. Ça, c'est le point d'arrivée. Ça ne veut pas dire, cette animation-là ne veut pas dire que le danseur doit faire ce parcours. Ça serait chiant de travailler en ligne droite. C'est juste le temps pour aller de là à là en faisant l'action qu'il veut, en utilisant les parties du corps qu'il veut et en faisant le parcours qu'il veut. Nous avons la possibilité aussi de travailler, vous avez vu, c'est des triangles. Ah, ça, c'est une obsession spatiale. C'est-à-dire que dans cet espace-là, il ne peut pas sortir pendant le temps qui est imparti. Il y a des carrés, des ronds et des triangles qui sont les 3 niveaux chez Laban. Chez Laban, il y a niveau bas, niveau moyen et niveau haut. Hein. Et il peut décider qu'est-ce qui est en niveau haut. Là, mon oreille droite est niveau haut, mon coude est niveau haut. Par contre, mon bassin est niveau bas. D'accord? Et je peux décider si j'ai une partie du corps dans ce niveau ou tout le corps, ou je peux décider d'ignorer aussi certaines consignes de la partition. Ce sont plus des suggestions, des choses sur lesquelles surfer pour que se révèle un imaginaire plutôt qu'autre chose. Et on a des mots aussi qu'on peut... Ah, j'ai pas mis la bonne version ici. Ah, je sais pourquoi. Pardon. Il y a des mots... Je mets la version d'Istanbul parce que elle est où? Voilà. C'est celle-ci. J'étais avec le rose, je le remets. Non, le rouge.
Donc il y a des parties, chaque danseur, donc ça c'est le plateau vu d'en haut, chaque danseur a une case qui lui est assignée où il y a des signes additionnels, à part les signes de déplacement. Par exemple, voilà, il y a 3 types de mots qui sont une action, une partie de corps et une stratégie créative. Et on peut les mettre et on peut ne pas les mettre. Ça dépend du contexte. Des fois, là, le danseur, par exemple, il a une immobilité. Nous pouvons choisir si le danseur est plutôt au niveau bas, plutôt au niveau haut, des mouvements dans des fourchettes de vitesse plutôt lentes, plutôt moyennes ou rapides. La quantité d'immobilité, si je mets l'immobilité à 100%, je déclare que pendant un certain temps, il doit être immobile. Si je mets à 50%, il y a 50% de chances qu'il ait un temps d'arrêt, une immobilité. Une immobilité veut dire rester sur place, pas rester nécessairement figé. Au fait, c'est à vous de le remplir. C'est aux danseurs. Si je fais rentrer, ou alors je les fais rentrer tous, là, je vous montre une version aléatoire, ce qui est juste pour la présentation. Là, maintenant, on peut décider, lui, il rentre là, eux, ils se déplacent ici, etc. Mais encore une fois, pas pour avoir une attitude de direction, mais pour accompagner quelque chose qui émerge. C'est pas pour faire les chorégraphes, c'est au contraire, pour interpréter mieux ce qui se passe. Donc voilà, ça, ce sont des obsessions spatiales. Le danseur bleu ne peut pas sortir de là jusqu'à ce que son temps soit arrivé au fond. Et je peux contrôler, je peux le laisser tout le temps là, je peux décider si c'est plutôt en cercle, plutôt carré, plutôt grand, plutôt petit, etc. Et décider, encore une fois, d'ajouter des mots à tout le monde. Je peux aussi déclencher et c'est la dernière chose, voilà, pardon, je dois diminuer les obsessions. Je peux déclencher aussi des relations. Et c'est la toute dernière chose qui vous manque pour comprendre la totalité de la partition. Voilà. Hop. Je ne me souviens plus quelle est la touche. Je vais la retrouver. Voilà. Dans ce cas, le danseur marron et le jaune ont disparu des animations et il y a un bord en gras qui apparaît. Il y a un dernier mot qui apparaît qui est le même dans ce cas. Ça veut dire que les 2 danseurs sont en relation. Ils ont le temps en commun qui descend. Ils ont des mots qui peuvent être différents, mais ils ont un qualificatif de la relation. Donc les mots sont partie de corps, action, stratégie créative, on va dire, et qualificatif de la relation. Il peut y avoir une relation de contact, sans contact, peu importe, mais il faut qu'il y ait une sorte de conscience de cette relation-là. Et puis, nous avons donc comme dernière chose, la sortie. Là, je les fais sortir tous. C'est-à-dire que quand on déclare la sortie, le danseur vert, le prochain déplacement qu'il doit faire, son point d'arrivée va clignoter près du bord. Voilà, lui clignote près du bord. Ça veut dire ça, c'est ta dernière action. Et là, c'est tu vas sortir, fais gaffe, tu vas sortir. Là, tu vas vraiment sortir. Et là, t'es sorti. Non, voilà. Et là, il sort. Donc, on peut les faire rentrer, sortir, avoir des relations, etc. Et encore une fois, pas pour les manipuler, mais pour créer un espace qui soit un temps de partage de ça et donner aux spectateurs des moyens de voir ce que le danseur a dans le ventre. Il s'est passé dans des villes différentes, surtout au Brésil, où il y a un rapport à la danse, au corps qui est particulier par rapport à nous. Il s'est passé des trucs, je vais vous montrer juste un petit bout de film avant ma conclusion, pour que vous vous rendiez un peu compte de ce qui s'est passé, ou de ce qui se passe des fois.
Voilà, donc ça c'est à São Paulo dans le Festival das Artes. Donc, Dani Lima commence à danser une chorégraphe de Rio, Christian Delécluse, et commence à danser avec un tempo assez rapide. Je réponds avec une musique, je vais pas parler du rapport à la musique, mais bon, avec Six Marimbas de Steve Reich. Elle est dans une obsession spatiale, elle ne peut pas sortir de cette zone. Bon, j'avance un peu pour gagner un peu de temps. Donc là, elle a encore une obsession spatiale. On ne voit pas bien l'écran ici. Voilà, elle va en ligne parce qu'elle a une obsession spatiale en ligne et donc elle ne peut pas sortir d'un espace très étroit et très long. Et là, elle doit aller vers le danseur jaune. Donc elle le rejoint. Diogo Granato, c'est un grand improvisateur de São Paulo qui a sa compagnie qui s'appelle Nova Dança. Elle avait comme consigne « attrape ». Elle saute sur lui et moi je lance, comme lui il est un peu accaparé, une version de Caetano Veloso de « Help », qui est une version que tous les Brésiliens connaissent bien et qui a un poids politique important parce que lui il était réfugié en Angleterre pendant la dictature et il envoyait des messages aux Brésiliens à travers la musique. Bon, j'avance un tout petit peu. Like a lazy ocean hugs the shore. Ah, des fois, on peut éteindre les écrans. Alors là, ils sont complètement seuls. Lui, il avait mis, c'était le danseur rouge et il est, et c'est un des grands vidéastes et danseurs à São Paulo et il avait aussi mis des slips rouges et des trucs pour, il avait prévu de se déshabiller, etc. Ils avaient même amené des perruques, nous, ils nous avaient rien dit. Donc, on les forme pendant une semaine parce qu'on travaille vraiment avec des gens qu'on connaît, mais qui n'ont pas pratiqué ce système forcément. Par exemple, le danseur rouge, au moment de rentrer, il voit assis dans le public un danseur, un des grands danseurs, un improvisateur de São Paulo. Il le prend, il l'amène au centre du plateau, il lui explique en 2 minutes la partition, il s'en va. Et l'autre, il commence à danser. Lui, il aime bien casser toutes les règles, etc. Mais il les respecte, mais vraiment dans une manière détournée. Et du coup, il y a vraiment quelque chose de la personnalité qui émerge. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Underscore, un des niveaux d'Underscore, c'est vraiment un hommage aux danseurs. Et voilà, là, elle, c'est Letícia Sequito, qui est une chorégraphe brésilienne, mais d'origine japonaise, et qui travaille sur sa double identité japonaise et brésilienne. Du coup, par exemple, juste pour vous donner un petit exemple, voilà, Osmar, le danseur rouge, trouve un morceau de plastique, de polystyrène blanc, et il se met à faire son propre écran. Donc, il se met devant l'écran, il suit son poing. Donc, quelque part, il respecte la partition parce qu'il se déplace avec le poing. Sauf qu'un point rouge sur un truc blanc, c'est l'ancien drapeau du Japon. Et par hasard, la danseuse japonaise, c'était la 100e anniversaire de les premières vagues de l'immigration japonaise au Japon. Et elle, qui travaille sur son identité brésilienne et japonaise, commence tout un speech sur l'intégration politique. Donc voilà, c'est tout simplement un travail de... Voilà, c'était ça, je vous montre juste cette scène. Para aqueles que não sabem, há 100 anos atrás, bando de japoneses famintos, pobres, não teve de comer. Évidemment, rien n'était prévu. C'est le fruit d'une émergence, en fait. Voilà, ce qui... Et Diogo commence à traduire en anglais pour les gens qui parlent anglais, etc.
Bref, voilà, c'est juste pour dire que voilà, ce qui nous intéresse, c'est comment apprendre à être ensemble, comment comment partager un espace, comment se mettre dans une relation d'écoute et pas de pouvoir. Ça nous semblait aussi quelque chose de politique et d'intéressant aujourd'hui. Donc, mais disons que ce que vous voyez sur le plateau n'est qu'une partie des manifestations d'Underscore. Il y a, parce on forme des gens avant, des gens qu'on ne connaît pas, des gens on demande à dialoguer avec le directeur du festival qui nous invite. Donc on intègre le festival hôte au choix des artistes invités. Donc quelque part, on ne vend pas un objet, on partage un projet. 2, on forme les artistes invités, c'est-à-dire que pendant une semaine, 8 heures par jour, on travaille à apprendre le système, parce qu'à lire, ça prend 5 minutes, mais à danser dedans de manière intéressante, ça prend au moins une semaine à un professionnel. Et les échanges sont extrêmement riches en improvisation. Quand vous drivez un groupe, ça peut être très très fort. C'est là que mon expérience plutôt de chercheur et d'enseignant d'esthétique, de danse contemporaine entre en jeu. Donc, on ouvre aussi au public, à tout public, une partie du workshop avant. C'est intéressant parce que justement, on essaie de partager à plusieurs niveaux. Aujourd'hui, une œuvre qui me semble intéressante, c'est une œuvre qui s'adresse à différentes personnes, pas aux 10 personnes qui savent déjà ce que je vais leur raconter. Et on explique donc au public comment lire la partition seulement la 2e fois, parce que des fois, les gens, si on leur explique d'abord, ils tentent de dire « Ah oui, il a fait ceci, il a fait ça », alors que ce n'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas de dire « Il a bien dansé, il a respecté » ou non. L'objectif est de dire « Qu'est-ce qu'il a fait de ça ?» Et des fois, surtout au Brésil, mais ça nous est arrivé bizarrement à Dijon, le public, il ne part pas, ils veulent essayer. C'est-à-dire, ils nous demandent de rester, de se mettre dedans. Ils ont vu de se mettre, parfois il y a des danseurs, parfois il n'y en a pas, mais d'avoir une expérience de ça. Donc c'est une possibilité évidemment sans obligation. Quels sont les enjeux esthétiques et pédagogiques aussi par rapport à l'espace de ça? D'abord, nous avons confiance dans un terrain créateur révélé par l'improvisation. C'est-à-dire que quand vous improvisez beaucoup, vous découvrez des choses de vous-même qui sont assez profondes. Si vous pratiquez beaucoup l'improvisation, ça peut aller même jusqu'à une certaine psychanalyse en silence de soi, hein. Surtout dans le contact improvisation. Vous comprenez comment vous êtes, comment vous vous mettez en relation justement dans l'espace avec l'autre. 2, on veut donner aussi des moyens aux spectateurs de pénétrer dans l'imaginaire du danseur. Évidemment, ce n'est pas les seuls moyens. Quand vous voyez un spectacle, vous voyez l'imaginaire du danseur et du chorégraphe. Mais si vous comprenez les consignes qu'il reçoit au moment où il les reçoit, et vous voyez ce qu'il en fait, vous vous dites « Ah tiens, celui-là avec un tel signe il a fait ça, l'autre avec tel autre signe il a fait ça ». Donc c'est des organisations vraiment très très différentes de l'énergie, de la prise d'espace. Par exemple, le danseur rouge, Osmar, il accapare toujours les autres. C'est-à-dire il les prend pour son projet d'improvisation. Donc il est un peu, des fois, les autres ils disent « Bon mais lâche-moi un peu les baskets ». 3, réunion des projets de recherche pédagogie à plusieurs niveaux. Et par exemple, sur le statut de la partition. Il y a toute une réflexion en amont sur la partition, parce que si vous avez fait des études en histoire de l'art, en linguistique, ou en musique sur les systèmes notationnels, vous avez probablement rencontré un livre très important et assez imbuvable de Nelson Goodman, Les langages de l'art, dans lequel il définit la partition comme étant l'objet qui garantit l'identité d'une œuvre au-delà de toutes les interprétations possibles. C'est-à-dire qu'une partition est l'objet qui dit que telle sonate, c'est Mozart. Hein, et il y a un effet de signature, il y a un effet de propriété, de propriété, et il y a un effet d'invariant. Il y a un certain nombre d'invariants dans cette œuvre qui sont fixés dans la partition, mais il y a un certain nombre de variables que je peux improviser. Donc c'est une partition, n'est pas par exemple un film de danse ne peut en aucun cas être une partition, puisque c'est une improvisation, pas plus qu'un enregistrement d'un disque d'une sonate de Kempf de Mozart n'est pas la partition de Mozart. Ce sont des interprétations d'un système notationnel. Or, notre système notationnel, d'abord, on n'en est pas complètement les auteurs, puisque l'ordinateur a une certaine marge de choix. Qui est l'auteur? Je ne sais pas. Des fois, c'est parce que les danseurs font des choses
qui nous donne envie d'orienter la partition ailleurs, ça veut dire qu'aussi le danseur, quelque part, il est co-auteur de la partition. Nous, on a des capteurs, les yeux, et on a des actionneurs, et on travaille, en fait, c'est du très low-tech, même s'il y a 5 ordi, c'est nous les capteurs, les analyseurs. Et puis, la partition, elle est faite pour être détruite. Elle n'est pas faite pour être conservée. Il n'y a personne qui la signe, etc. Donc, on voulait tendre cette définition de Goodman qui nous paraît un tantinet normative. Et puis, il y a aussi ces niveaux de formation qui nous intéressent. Donc, il y a un côté recherche, il y a un côté création, et ce côté pédagogie, de formation de professionnels, de partage d'un temps avec des gens pas nécessairement professionnels en danse. Donc, et aussi une attitude postcoloniale. Comme je travaille beaucoup au Brésil, où entre autres, je dirige un festival de danse à Salvador, de Bahia. On s'est rendu compte que la France a souvent une attitude colonialiste, de colonialisme culturel. C'est même pas moi qui le dis, mais c'est Olivier Poivre-d'Arvor, ex-directeur de Culture France, qui le 12 décembre 2008 a dit que la France, donc que Culture France est une institution moribonde puisqu'elle hérite d'un certain colonialisme culturel. Ça veut dire que nos institutions vendent une certaine image de la France, imposent un peu certaines esthétiques ailleurs, et on assiste un peu à une globalisation de l'esthétique, à une homogénéisation des poétiques, un aplatissement des différences. Donc nous, on travaille avec un savoir-faire local, c'est-à-dire qu'on n'importe pas notre savoir-faire là-bas, on veut travailler là-bas. Et on traduit toujours le texte underscore en tchèque, en turc, en italien, en espagnol, en portugais, etc. Et donc, on crée une relation avec un territoire, avec les catégories esthétiques du lieu aussi, évidemment, pour aussi mettre en perspective nos catégories. On veut apprendre des choses, nous, on ne veut pas aussi... donc, et un autre enjeu, c'est donc cette critique de la dichotomie traditionnelle de interprète et chorégraphe. En gros, encore une fois, on ne vend pas un objet, mais on partage un projet et ses questionnements avec des gens. D'ailleurs... je fais des sites depuis les années, depuis 94, et nous, on s'est fait un site seulement en septembre dernier avec Christian, juste pour mettre en ligne les PDF pour les gens qui nous invitent dans les festivals, mais on ne communique pas du tout dessus. C'est pour ça aussi, chorégraphe, je sais pas, les chorégraphes, c'est des gens qui doivent faire un certain nombre de créations par an, sinon leur financement tombe. Moi, j'ai jamais rien demandé à l'État, on m'offre des trucs, et puis je les fais. J'ai aucune envie de devenir artiste, c'est pas pour moi, c'est pas des lettres de noblesse. Donc, pour terminer sur vraiment la relation à l'espace, c'est très important de se rappeler que pour Foucault, l'espace théâtral est l'espace hétérotopique par excellence, c'est-à-dire c'est l'espace qui peut tout devenir. Et c'est pour ça que nous, on a voulu le faire devenir quelque chose. Et c'est quoi? On l'a fait devenir le produit d'une série de questionnements. Tout d'abord, on fait une œuvre abstraite. Aujourd'hui, à quelles conditions je peux faire une œuvre abstraite, sachant que je vais peut-être ne pas adresser un niveau politique qui me semble intéressant, puisque l'art, comme Deleuze l'a défini, c'est toujours un acte de résistance. On s'est rendu compte effectivement que, par exemple, la prise d'un espace est d'emblée politique. C'est-à-dire, il y a des gens qui rentrent dans un espace et vous sentez, ils ont une énergie de solo. Vous voyez, ils ont une énergie de... Ils s'approprient de l'espace. Et il y a des gens, par contre, qui rentrent dans un espace dans lequel on dirait qu'ils ouvrent des rideaux et qu'ils demandent la permission. Il y a des gens, quand vous marchez dans le métro, qui coupent toujours la ligne des autres. Je ne sais pas si vous avez votre ligne à vous, et les gens, ils ne s'arrêtent pas. Donc, il y a... juste rentrer dans un espace, se présenter, accepter d'occuper un volume. Il y a beaucoup d'asthmes qu'on a découvert qui sont liés vraiment au psychologique. Ce n'est pas un problème des alvéoles, c'est un problème d'accepter d'avoir plus de volume, de prendre un volume vraiment thoracique. Donc, c'est un travail qui est purement, si vous voulez, sur la relation qui est construite à l'espace, mais d'emblée, elle est construite pour qu'on analyse ses paramètres. Donc, on ne s'intéresse pas au chorégraphique, c'est-à-dire au trajet des segments corporels dans le temps et dans l'espace, mais simplement de comment vivre ensemble, quel est le rapport que nous pouvons avoir entre la règle, parce que c'est des règles là, il y a quand même des règles, et les espaces de liberté qu'on peut prendre.
Donc c'est pour ça aussi que l'espace est immersif, le public est immergé pour donner cette sensation de proximité, non frontale, non orientée, voire désorientée. Et il y a une proximité, une participation autre. Donc c'est un espace de l'émergence structuré par l'interactivité. C'est-à-dire de l'émergence, ça veut dire que tout est fait pour que quelque chose émerge. Et non pas, donc on n'est pas sur un pouvoir chorégraphique, encore une fois, gestuel et postural. On n'est pas sur du mouvement, comme vous l'avez défini, en termes d'espace parcouru, hein, les points. Nous sommes beaucoup plus proches de la définition de Deleuze. Le mouvement, c'est l'acte de parcourir. Parce que si on décrit le mouvement, comme il dit dans l'image temps et dans l'image mouvement, en faisant une analyse de Bergson, si on définit le mouvement par l'ensemble des points de l'espace parcouru, on arrive au paradoxe de Zénon, que la flèche, que Achille ne rattrapera jamais la tortue, parce qu'il doit d'abord faire la moitié, puis la moitié de la moitié, puis la moitié de la moitié, puis la moitié de la moitié, et c'est infini. Il a un espace infini. Alors que si on pense le mouvement non pas comme ensemble des points de l'espace parcouru, mais comme acte de parcourir, c'est une gestalt, c'est une autre manière de voir. Les deux sont légitimes et sont intéressantes d'un point de vue scientifique pour différentes raisons. Mais disons, dans la vie, dans l'art, ce qui nous intéresse, c'est pas l'espace parcouru dans ce sens, c'est l'acte d'être là, c'est l'acte de parcourir. Donc, n'importe quel point, un point d'entrée et de sortie, donc on n'a pas d'accessoires, pas de costume vraiment, juste un t-shirt coloré, un pantalon blanc, et on met l'accent sur la relation humaine que ceci fait émerger. Donc, un corps qui entre dans l'espace, comme je disais tout à l'heure, il est d'emblée politique. Il territorialise et déterritorialise, il occupe ou partage. Underscore est la pointe. Underscore pointe la relation qui s'établit entre la règle et la prise d'espace de liberté. C'est sur le vivre ensemble. Personne n'est chorégraphe ni interprète. On est là pour partager un temps, un espace d'écoute réciproque. Est-ce que ceci est une possible définition de qu'est-ce que c'est qu'un espace démocratique ? Donc, en gros, on a une relation entre l'espace abstrait et pauvre de la partition en 2 dimensions et l'espace mental du danseur, hein, qui travaille en 3D, qui travaille en volume. Underscore est un hommage au danseur et sa créativité. La partition n'est là que pour donner de la matière sur laquelle il peut s'appuyer pour s'explorer, se parcourir. C'est justement, c'est Georges Perec qui, dans Espèce d'espace, cite Michaud, et Michaud dit « j'écris pour me parcourir hein, », se considérer comme une étendue. Et c'est bizarre parce que quelque part, Leibniz dit la même chose. Un damné, c'est quelqu'un qui réduit l'amplitude de son âme à la haine, hein, et par contre, se dédamner, c'est étendre l'amplitude de son âme, s'explorer et approfondir son département. Donc, en gros, voilà, la partition n'est là que pour donner de la matière sur laquelle il peut s'appuyer pour s'explorer, se parcourir, et pour donner au public un moyen d'accès à l'imaginaire du danseur qui, s'appuyant sur si peu, crée à sa manière. Underscore est un espace pensé pour l'émergence du geste partagé. Merci beaucoup. Merci Armando. Restez sur scène, on va peut-être prendre juste 2 ou 3 questions. Patrick Haggard peut également répondre à des questions, donc le micro est à vous. Pour ceux qui avaient des questions tout à l'heure. J'ai une question. Dans Underscore, d'une certaine façon, c'est vous qui dirigez, mais vous l'avez bien dit que vous permettez aux danseurs aussi d'improviser. Donc, il y a une agentivité très fluide et très intéressante de ce point de vue. Mais qu'est-ce qui se passera si vous partez après un certain moment ? Vous faites commencer les danseurs, mais j'imagine qu'après un certain moment, ils n'ont peut-être pas besoin de ce que vous ajoutez avec la partition. Sinon, on part, c'est qu'on doit régler le logiciel sur du totalement aléatoire. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait laisser le logiciel complètement aléatoire, gérer les entrées, les sorties, la musique, la lumière, ça on sait faire, c'est pas un problème technique. Mais c'est un problème esthétique, c'est-à-dire et historique, c'est-à-dire que quand l'aléa arrive en histoire de la musique
dans les arts plastiques aussi. C'est à peu près, on va dire, dans une nébuleuse autour des années 50. Elle arrive par rapport à un état précédent de l'art, c'est-à-dire que c'est plutôt John Cage avec les I-King. Il arrive, lui, il dit, pour se libérer de son goût et de sa mémoire. Donc ça arrive parce qu'il y avait un trop-plein d'une mainmise de la psychanalyse, beaucoup sur la danse à l'époque, c'est-à-dire à la fois sur l'expressionnisme allemand qui précédait, qui avait influencé la danse américaine, et à la fois chez Martha Graham, qui était la chorégraphe chez qui son compagnon Merce Cunningham était. Donc Cunningham dit, j'en peux plus de devoir raconter des histoires, la psychanalyse, un corps qui rentre dans l'espace raconte des choses pour lui, juste en lui. Alors Cage arrive et renforce ça avec l'aléatoire. Aujourd'hui, l'aléatoire, si je laisse Underscore faire en aléatoire, au bout d'un moment, toute la surface est pleine. Donc il y a une sorte d'homogénéité de l'aléatoire. Et le laisser, ça serait encore diriger les danseurs. Alors que nous, on a plus. Au départ, c'était complètement aléatoire. Et puis on est en train de réduire les espaces de l'aléatoire et de tout contrôler, mais pas pour imposer, pour mieux les suivre. Et puis pour impulser des choses quand ça patauge, parce qu'il y a des moments de flottement de l'improvisation, qui sont intéressants d'ailleurs, parce que le danseur, vous le voyez, c'est un peu un animal aux aguets, et puis pam, il y a quelque chose qui émerge, et là, il part. Et là, on peut l'accompagner parce qu'on dirige. Donc, au fait, moi, je pense que si on s'en va, deux interprètes s'en vont, et le truc, après, ça devient alors du pur aléatoire. Et ça ne nous intéresse pas, puisque l'objectif, c'est un espace d'écoute. Ils pourraient bien sûr s'écouter entre eux, avoir des consignes en tête, pourquoi pas. Mais cette manière ne nous donne pas accès aux consignes et donc à comment elles sont transformées par le danseur. Nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est comment de si peu de signes stupides et moches et un peu enfantins, on arrive à quelque chose qui ait du sens et qui raconte chaque danseur. Vous les voyez très très bien, les personnalités. Je pourrais vous montrer d'autres films à Prague, à Istanbul. À Istanbul, il y a vraiment les gens, ils pètent des câbles sur scène. C'est-à-dire qu'un danseur qui a une expérience de la scène, il peut rentrer dans un état où les choses lui arrivent, mais il ne sait pas d'où ça vient. Et ça peut être c'est la même chose en musique. Si vous voyez dans le jazz ou dans d'autres pratiques improvisatives, c'est la même chose. Tous les improvisateurs vous le diront. C'est une manière de se connaître qui devient fondamentale au bout d'un moment. Mais ce n'est possible que si on la traduit, voilà, si on la montre et on accompagne bien. Si c'est aléatoire, eux, ils doivent juste exécuter. Voilà. Et il n'y a plus cet accompagnement. Une autre question ? Bien, mais merci Armando Manicacci.